Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais avant de commencer l'épisode, on voulait vous dire un grand merci. Vous êtes déjà près de 3700 à avoir soutenu notre campagne Riposte et ensemble, nous avons franchi la barre des 150 000 euros. Mais on va pas se mentir, l'été c'est toujours un peu compliqué pour les médias indés. L'audience ralentit, les soutiens habituels aussi. Et pour ne rien arranger, les récents orages ont inondé notre régie. Bref, vous l'avez compris, on continue la riposte et on a besoin de vous pour proposer une information libre, indépendante et populaire. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr et surtout n'oubliez pas, les dons sont défiscalisables. 100 euros donnés ne vous coûteront en fait que 34 euros après impôt. Et maintenant, place à l'épisode 75 du récap. C'est parti! Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France compte plus de morts que de naissances. Le constat est alarmant. D'un côté, la natalité s'effondre, les naissances chutent à un niveau historiquement bas et la fécondité suit la même trajectoire déclinante. De l'autre, la mortalité repart à la hausse, bien au-delà des niveaux observés avant 2020. Le taux de mortalité infantile grimpe depuis 2021 et l'espérance de vie, elle, stagne. Selon les experts, cette tendance s'est nettement accentuée depuis ces 5 dernières années. Emmanuel Macron prend cette situation très au sérieux et pour cause, la chute libre est étrangement corrélée à son arrivée au pouvoir. Le président de la République veut que les Français, et surtout les Françaises, fassent fonctionner leurs utérus à plein régime et se remettent à faire des bébés. Début 2024 déjà, il évoquait son fameux réarmement démographique. On l'écoute. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. La formule martiale du président avait aussitôt suscité des réactions. Nos utérus ne sont pas des armes, ni nos enfants de la chair à canon, avait répondu en substance le mouvement féministe, pointant une vision utilitariste de la maternité. Dans cette lignée, la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, interrogée à l'époque par nos confrères de Mediapart, alertait sur le choix des mots du chef de l'État, emprunté selon elle au lexique de l'extrême droite populiste, à l'image de Trump ou Orban. D'abord, ça m'a rappelé exactement les termes qu'avaient utilisés Viktor Orban et Vladimir Poutine, puisque c'est le langage qu'utilisent aujourd'hui ces dirigeants lorsqu'ils parlent de la natalité de leur pays, et je crois que c'est pas neutre. Donc il utilise le même langage que Orban. Oui, c'est factuel, enfin, c'est pas l'expression ici d'une opinion, c'est voilà, un fait. Concevoir le fait d'avoir des enfants dans un imaginaire martial est lié à un intérêt national et, pour le dire simplement, extrêmement flippant. Ça nous fait penser aux pires heures de l'histoire. Et je crois qu'il a passé l'envie à beaucoup de gens d'avoir des enfants quand ils se sont dit « Non, mais en fait, moi, je veux pas réarmer, je veux ni armer ni réarmer quoi que ce soit ». Mais alors, qu'est-ce qui peut bien dissuader les Françaises et les Français de faire des enfants dans la France de Macron? Alors, on a notre petite idée sur la question. Dans un monde où l'avenir ressemble de plus en plus à un film catastrophe, où l'éco-anxiété devient la norme et où les guerres menacent la stabilité de la planète, dans une France où la précarité explose, où les jeunes galèrent à s'insérer, à boucler leur fin de mois, où les services publics se délitent sous les coups de butoir de réformes libérales, qu'est-ce qui pourrait bien refroidir les envies de parentalité chez les moins de 40 ans. Pour ouvrir ce tour d'horizon, on commence avec la journaliste Clémentine Sarlat. Selon elle, la baisse de la natalité ne relève pas d'un simple caprice générationnel, comme certains aiment à le suggérer, mais d'un constat froid et lucide. Faire des enfants, aujourd'hui, coûte cher, économiquement, socialement, professionnellement, mentalement. En France, ce sont encore les femmes qui supportent l'essentiel de la charge liée à la parentalité, congé maternité trop court, manque de reconnaissance, discrimination à l'embauche, perte de revenus, absence de soutien structurel. Le système continue de faire payer très cher aux femmes le choix de devenir mère.
Et tout ça dans un pays qui n'offre plus ni sécurité sociale digne de ce nom, ni crèche suffisante, ni politique familiale ambitieuse. Alors non, elle ne se laisse plus bercer par les mythes glorieux de la maternité épanouissante, ni par les injonctions natalistes venues d'en haut. On écoute Clémentine Sarlat à l'Assemblée nationale. On a abordé le thème du réarmement démographique il y a quelques mois par notre cher président. Je voudrais juste qu'on comprenne que derrière cette notion, pourquoi est-ce qu'on fait moins d'enfants aussi ? Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de femmes, qui assument ne pas vouloir d'enfants, et c'est très bien, c'est pas ça, mais en fait, ça a un coût tellement énorme sur notre vie, à nous les femmes, car hier, aujourd'hui, on le dit haut et fort, ce qui n'était peut-être pas le cas de la génération de nos mères, il n'y avait pas cette notion-là. Et ça met un frein, en fait, à se dire, moi, j'ai pas envie de devoir sacrifier quelque chose dans ma vie. Pourquoi est-ce que moi, je vais perdre du salaire ? Pourquoi est-ce que ma carrière va être ralentie ? Moi, personnellement, j'ai 3 enfants. Les statistiques sont folles quand on a 3 enfants, de l'écart de salaire que ça génère avec le père. Les dernières statistiques de l'INSEE, c'est pour les mères qui ont 3 enfants et plus, 70% sont soit en travail partiel, à temps partiel, soit 80%, soit ne travaillent pas jusqu'aux 3 ans du dernier enfant. Donc, il y a ça aussi, on veut réarmer démographiquement, donnons-nous les moyens, en fait. Parce qu'il y a un moment, je crois qu'on est quand même une génération, on ne se fait plus berner par la beauté de la maternité et de ce que ça générerait dans notre vie. Faire le choix de la parentalité n'a rien d'anodin. Ce n'est pas un geste neutre, ni un simple projet de vie parmi tant d'autres. Avoir un enfant bouleverse tout, le quotidien, le corps, les relations, le temps, les finances, l'identité même parfois. Et ce poids, dans les faits, retombe encore massivement sur les femmes. Devenir parent et surtout mère, donc, en 2025, c'est souvent renoncer, du moins partiellement, à sa liberté, à son autonomie et à ses ambitions professionnelles. C'est composer avec une société qui valorise les naissances dans les discours, mais laisse les familles se débrouiller seules dans les actes. Manque de crèche, on l'a dit, horaire de travail incompatible avec une vie de famille, explosion du coût de la vie, précarité galopante, charge mentale omniprésente. Alors oui, faire un enfant est une décision lourde de conséquences et de plus en plus de gens refusent de s'y engager les yeux fermés, non pas par égoïsme ou par insouciance, mais par lucidité, parce qu'ils et elles mesurent ce que la parentalité implique et qu'ils ne veulent plus sacrifier leur santé, leur stabilité ou leur avenir au nom d'un modèle familial imposé. Et cette lucidité, elle s'inscrit aussi dans un contexte économique de plus en plus hostile, parce qu'au-delà de l'impact personnel de la parentalité, il y a une réalité collective brutale. Faire des enfants aujourd'hui coûte cher, très cher. Et dans la France de 2025, rares sont ceux qui peuvent se le permettre sereinement. Le 7 juillet dernier, l'INSEE a publié les chiffres pour l'année 2023 et le verdict est sans appel. La pauvreté atteint des sommets en France. Le taux a franchi un nouveau record, le plus haut jamais enregistré depuis le début des relevés en 1996. On décompte 650 000 nouveaux pauvres en 2023. Plus frappant encore, les inégalités sont au plus haut depuis 50 ans. L'écart entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres n'a jamais été aussi grand depuis les années 70. Autrement dit, on recule, lentement mais sûrement, et pendant qu'une minorité s'enrichit, la majorité, elle, s'enfonce dans la précarité. Rappelons que les 500 plus grandes fortunes de France ont, pendant ce temps-là, vu leur richesse doubler rien que sous le mandat d'Emmanuel Macron. À en croire les récentes annonces budgétaires de François Bayrou, l'horizon n'a rien de rassurant. La croissance des aides aux entreprises est 3 fois plus rapide que la croissance des aides sociales et du PIB. Tout porte à croire que l'année blanche prévue par le gouvernement en 2026 ne fera qu'accentuer la pauvreté déjà galopante dans ce pays. Et derrière ces choix budgétaires, ce sont des conséquences très concrètes qui se profilent, notamment pour les familles, car pour financer cette fameuse année blanche, le gouvernement prévoit des coupes massives, en particulier dans les budgets des collectivités locales. Résultat, moins de crèches, moins d'assistantes maternelles subventionnées, moins de centres de loisirs, de cantines scolaires à tarifs réduits ou de transports publics accessibles. Autrement dit, tous ces services de proximité qui permettent aux parents, surtout les plus modestes, de concilier vie familiale et professionnelle risquent de s'effondrer encore un peu plus. Pour les familles, ça signifie quoi ? Des journées à rallonge, des frais en hausse, du stress au quotidien et pour beaucoup, un recul net de la qualité de vie. Dans ces conditions, faire un enfant
enfants devient un luxe et l'idée même de fonder une famille, un choix de plus en plus difficile à assumer, pas par manque d'envie forcément, mais parce que structurellement, l'État se retire et laisse les individus seuls face à la charge. Et cette austérité locale n'est que le reflet d'une rigueur plus large imposée à l'ensemble de la société, car ceux qui subissent la casse des services publics sont aussi ceux à qui on demande de travailler plus, de gagner moins et de renoncer à leurs droits. Dans ce contexte de rigueur budgétaire assumée et saluée à grands cris par le patronat, les perspectives pour les travailleurs sont de plus en plus sombres, car derrière les discours sur le courage et la lucidité, ce sont des vies qu'on broie, des droits qu'on démantèle et un avenir qu'on rend toujours plus incertain. Avec la suppression de milliers de postes dans la fonction publique, des coupes dans les budgets sociaux, la désindexation des retraites, des allocations et la volonté à peine masquée d'augmenter encore le temps de travail, le message est clair, les efforts ce sera pour les salariés, les précaires et les familles. Les cadeaux, eux, continueront d'aller aux grandes entreprises, aux multinationales et à ceux qui ont déjà tout. Mais dans un monde du travail toujours plus instable, où les contrats précaires deviennent la norme, où les salaires stagnent, où les protections sociales reculent, comment se projeter dans la parentalité? Comment envisager d'accueillir un enfant quand on ne sait même pas si on pourra finir le mois? Quand prendre un congé maternité ou paternité devient un risque pour son emploi ou sa carrière? Quand les horaires rallongent, les suppressions de jours fériés et la flexibilisation toujours plus poussée rendent toute organisation familiale ingérable. Le projet porté par le gouvernement n'a qu'une logique, faire travailler plus longtemps, pour moins, et tant pis pour celles et ceux qui voudraient élever des enfants dans des conditions dignes. Tant pis pour les jeunes à qui on demande de cotiser sans perspective de retraite ou d'allocation chômage décente en cas de galère. Dans ces conditions, avoir un enfant relève presque de l'acte de foi. Un pari presque fou dans une société qui retire chaque jour un peu plus de soutien, de stabilité et de sécurité à celles et ceux qui font tourner ce pays. Alors malgré ce constat d'échec largement anticipé, le gouvernement continue d'entretenir l'illusion qu'il cherche activement des solutions pour relancer la natalité. En début de semaine, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, s'est envolée à l'étranger pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Elle aurait pu choisir la Suède, la Norvège, le Danemark ou encore l'Islande, des pays qui affichent les meilleurs taux de natalité en Europe, grâce notamment à un modèle social solide et à une politique ambitieuse en matière d'égalité femmes-hommes. Mais non, Catherine Vautrin a préféré se rendre en Italie. Un pays aux mains de l'extrême droite qui lui aussi connaît un effondrement de sa natalité et qui surtout a transformé cette crise démographique en combat identitaire. Encore une fois, le macronisme, main dans la main avec la droite LR dont est issue la ministre Vautrin, s'inspire de l'extrême droite pour gouverner. Mais alors, que propose le gouvernement Meloni qui est si inspirant pour notre ministre? Des mesures économiques essentiellement, mais pas seulement. Je vous propose de regarder le sujet que RMC y a consacré. L'Italie veut surtout doper le pouvoir d'achat des parents les plus modestes. Pour ces foyers dont le revenu annuel est en dessous de 35 000 €, les mères qui travaillent sont exonérées d'impôts, à condition qu'elles aient au moins 2 enfants. Une prime de 1 000 € est versée à chaque naissance, ainsi qu'un bonus crèche de 3 600 €. Le congé parental, enfin, est indemnisé à hauteur de 80% du salaire pendant 3 mois. Mais cette politique nataliste n'est pas dotée que de mesures économiques. Depuis peu, des associations anti-avortement ont le droit d'accéder au centre où est pratiquée l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Ces militants y dissuadent les femmes d'avorter. Quelques mesurettes économiques donc, certes, mais surtout une remise en cause flagrante du droit à l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes. C'est de ça que la France s'inspire aujourd'hui. Un recul des droits fondamentaux orchestré chaque fois que l'extrême droite prend le pouvoir. Une régression qui fait peser un contrôle toujours plus lourd sur le corps des femmes au lieu d'offrir un vrai soutien aux familles. La France a beau avoir constitutionnalisé l'IVG l'été dernier en grande pompe et sous les projecteurs d'une communication présidentielle qui aime se parer d'un vernis féministe, la réalité est quand même tout autre. D'un côté, le gouvernement fait semblant de graver ce droit dans le marbre, mais dans les faits, il met tout en œuvre pour le rendre impossible, faute de moyens, en asséchant les budgets de l'hôpital public et du planning familial qui se voit contraint de fermer ses antennes. Et voilà que dans ce contexte, Catherine Vautrin choisit de s'inspirer des pires politiques de l'extrême droite, anti-IVG, homophobes et racistes, pour bâtir sa
sa politique nataliste. Une alliance dangereuse qui confirme que derrière les discours officiels, c'est bien une vision rétrograde et coercitive qui guide désormais la gestion de la démographie en France. Si Catherine Vautrin justifie son voyage en Italie par la quête de bonnes idées pour redresser la natalité en France, tout porte à croire qu'aucune des mesures mises en place par le gouvernement Meloni n'est bonne à prendre. Donner des primes pour enfanter n'a aucun impact sur le taux de natalité. Une fois n'est pas coutume, c'est Ruth Elkrief qui l'explique le mieux. Vous dites, on se trompe lorsqu'on pense que la solution à la dénatalité, c'est l'argent. On traverse un hiver démographique mondial. Et s'il reste quelques usines à bébés, pardon, de cette horrible expression, c'est-à-dire l'Inde et l'Afrique, dans la plupart des autres pays du monde, et Abnous qui nous a rejoint l'a souvent raconté, en Asie, Japon, Corée du Sud, mais aussi dans les pays musulmans, le taux de fécondité baisse inexorablement. Alors face à cette tendance mondiale, on voit un certain nombre de démarches. La dernière, la plus récente, elle date d'aujourd'hui, c'est Donald Trump qui propose une prime de $1000 par naissance depuis décembre 2024 jusqu'à 2029 à la fin de son mandat. Et l'État fédéral versera cette somme sur un compte qui suivra les cours de la bourse. Voilà la proposition pour faire remonter la natalité. Mais la question, c'est qu'un certain nombre d'observateurs considèrent que l'argent ne fait pas tout. Au contraire, les Chinois, par exemple, ont ouvert en grand le robinet des subventions. Et pourtant, on compte 9,5 millions de bébés chinois contre 19 millions en 2016. Donc, grosse baisse. En Hongrie, qui est souvent citée comme l'exemple, 10 milliards de dépenses, exemption d'impôts pour les mères de 4 enfants, puis de 2 enfants, après une petite hausse à 1,55, le taux de natalité est retombé à 1,38. Il y a eu 77 500 naissances en 2024, donc baisse nette. Le redémarrage n'a pas duré. Voilà, pourtant beaucoup d'argent. Alors, on connaît les facteurs explicatifs. Dans certains pays, il y a le contexte géopolitique, la guerre, etc. Mais dans nos pays de l'Ouest, infertilité, difficulté des modes de garde, crise du logement, qui c'était de l'époque. Étonnamment ou pas, il en faut un peu plus que quelques primes à la naissance ou de réduction d'impôts pour convaincre une population de faire des enfants. Quelle surprise! Ce n'est pas qu'une question de bonus ponctuels, mais de conditions de vie durables, de stabilité, de services publics accessibles, d'égalité réelle entre les sexes. Bref, tout ce que le gouvernement démantèle méthodiquement. Il y a 5 ans déjà, nous abordions le sujet des fermetures de maternités. L'hôpital public est en lambeaux, on le sait, et depuis 40 ans, les 2/3 des maternités françaises ont fermé. Plus de 167 000 Françaises vivent dans un désert obstétrique à plus de 45 minutes de voiture d'une maternité. Je vous propose de revoir ce reportage que nous avions sorti en 2019. La maternité, elle avait été en place. J'avais 20% de chance de perdre mon enfant. Au vu de ce que je vois, là, j'avais 100% de chance de perdre mon enfant. Ce père de famille, c'est Fabrice Martinez. Sa vie a basculé quand sa femme a perdu leur enfant au début de l'année, après une grossesse compliquée. Malgré un transport d'urgence en hélicoptère jusqu'à la maternité de Montélimar, pour leur fils, il est déjà trop tard. Un drame qui s'est produit quelques mois après la fermeture de leur maternité de secteur dans la ville de Die. Des fermetures de maternité qui se multiplient, comme ici au Blanc, où les habitants se sont fortement mobilisés contre la fermeture de leur établissement. En juin 2018, l'Agence régionale de santé ferme la maternité pour l'été. Elle ne rouvrira jamais ses portes. 4 femmes enceintes ont porté plainte contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui en juin dernier. Parmi elles, Stéphanie. Le terme de sa grossesse approche et la crainte d'un accouchement qui se passe mal grandit. Ça fait longtemps qu'on se stresse, en fait, très longtemps à l'avance. Moi, je sais que c'est mon 6e enfant, donc j'accouche très vite. Le dernier est né en 1 heure, et c'est pile le temps qu'il faudra que je mette en voiture. Donc c'est le stress de se dire peut-être que j'aurai pas le temps d'arriver jusqu'à une maternité, peut-être que je vais accoucher chez moi toute seule, peut-être que je vais accoucher sur le bord de la route, on ne sait pas. Et donc ça, c'est juste inadmissible en fait. Ce sujet est plus que jamais d'actualité, notamment à l'heure où la mortalité infantile repart à la hausse dans notre pays. Damien Maudet, député LFI, a évoqué à la tribune de l'Assemblée les difficultés d'accès aux maternités, notamment en zone rurale, qui augmentent le risque de mortalité infantile. Malgré les discours de façade, les macronistes ont voté la fermeture de nouvelles maternités, main dans la main avec le RN. On écoute. Madame la Présidente, la distance est une perte de chance. Voilà ce que m'a dit la présidente de l'Ordre des sages-femmes de Haute-Vienne lorsque nous nous sommes entretenus à propos de cette proposition de loi. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'enquête des 2 journalistes, Lorquin et Cortés, quand ils interrogent la présidente de l'Ordre des sages-femmes du Lot. Si l'on ferme les maternités,
on augmente aujourd'hui cette distance. Aujourd'hui, plus de 900 000 femmes vivent à plus de 30 minutes d'une maternité. Il y a une étude qui a été faite en Bourgogne qui prouve que la distance peut avoir une incidence sur le risque. Aujourd'hui et maintenant, on propose de rétablir le moratoire sur les fermetures des maternités qui ont moins de 300 accouchements. Ça a été supprimé en commission et si on doit rétablir les moratoires, il faut aussi rétablir la vérité. Qui a supprimé ça en commission ? Ce sont les collègues macronistes, c'est assumé. Mais vous n'étiez pas assez pour le faire passer, la suppression. Ceux qui ont fait passer la suppression avec vous, c'est ceux du Rassemblement national juste en face de moi, qui, après avoir dit que l'hôpital ne manquait pas de moyens, se sont aussi dit qu'on pouvait fermer les petites maternités de moins de 300 accouchements. Après avoir voté au début contre la régulation de l'installation des médecins avant de s'abstenir en séance par sans doute manque de cohérence ou de courage, je ne sais pas. Maintenant, on proposait donc la fermeture des petites maternités. Je pense aussi que nous devons avoir un débat éclairé et que ces votes doivent être mis aussi en lumière. Autre sujet qui semble faussement préoccuper le gouvernement, c'est le taux de fécondité qui lui aussi s'effondre. Sur cette question, la ministre propose de faire de la prévention. Pour le docteur Gwenola Keromnes, chef de service d'un centre de fertilité à Paris, on voit que les jeunes ont toujours en majorité envie d'avoir des enfants, mais c'est vrai qu'ils envisagent ça bien après l'âge où on est encore vraiment fertile. Et pour cause, difficile de penser à fonder une famille quand on doit d'abord étudier longuement pour s'autoriser quelques perspectives de carrière, souvent en s'endettant, puis en galérant à décrocher un emploi, un logement décent et une situation stable. Pendant ce temps-là, le temps passe et la fenêtre de fertilité, elle, se referme. La ministre a donc choisi de faire passer le message. Après 30 ans, faire des enfants devient plus compliqué. À défaut de garantir un avenir désirable ou de reconstruire un modèle social digne de ce nom, le gouvernement semble avoir trouvé sa nouvelle priorité, transformer l'horloge biologique en politique publique. Fini les numéros verts, cette fois ce sera un courrier signé de l'assurance maladie, envoyé à 29 ans pile, pour rappeler que le temps presse. Et en guise de réponse structurelle, un doublement des centres de conservation d'ovocytes promis d'ici 2027. Et pendant ce temps-là, on adopte sans sourciller la loi du plomb, soutenue, on le rappelle, par la majorité présidentielle, qui, entre autres joyeusetés largement décortiquées dans notre épisode du récap en début de semaine consacré au sujet, autorise la réintroduction d'un pesticide néonicotinoïde, pourtant interdit depuis 2018, un produit reconnu comme dangereux pour la biodiversité, pour les sols, pour l'eau et pour la santé humaine. On écoute la députée écologiste Lisa Bellucco. Et d'ailleurs, les pesticides, parlons-en. Selon un article scientifique de 2015, l'acétamipride a, je cite, un effet dévastateur dans les dysfonctionnements érectiles. Ça devrait vous toucher. Cause majeure d'infertilité. Dans une autre étude de 2019, une équipe de chercheurs a retrouvé le métabolite N-desméthylacétamipride dans l'urine d'un quart des nouveau-nés étudiés au sein d'un centre de soins intensifs à Tokyo. Cela veut dire que la substance passe la barrière placentaire qui protège le fœtus dans le ventre. C'est une catastrophe, disait Jean-Marc Bonmatin, l'un des chercheurs qui a participé à cette étude. Et puis quand il s'agit de limiter notre exposition aux polluants éternels, vous écoutez les lobbies plutôt que les scientifiques. Dans une étude réalisée auprès de 367 femmes enceintes, de chercheuses et des chercheurs, notamment de l'INSERM, ont révélé une association entre l'exposition à plusieurs PFAS et une altération du placenta, l'organe qui assure les échanges entre le sang de la mère et celui du fœtus. Là encore, sans le groupe écologiste et Nicolas Thierry, il n'y aurait encore aucune loi pour protéger les fœtus de ces polluants toxiques. Alors vous pourrez agiter le chiffon de la natalité tant que vous voulez. Tant que vous empoisonnerez nos corps, il n'y aura ni réarmement démographique, ni parentalité choisie. Et oui, n'en déplaise à la droite ou au bloc central, construire un avenir véritablement désirable pour les générations futures ne peut se réduire à quelques mesures cosmétiques ou à des slogans creux. Cela passe inévitablement par une politique écologiste, ambitieuse, volontariste et résolument tournée vers la préservation de notre planète et de la santé. Car aujourd'hui, en ce 24 juillet 2025, l'humanité a déjà consommé toutes les ressources naturelles que la Terre peut renouveler en une année entière. Ce jour est appelé le jour du dépassement et il marque le seuil symbolique, mais terriblement concret. À partir de maintenant, nous vivons à crédit sur la capacité de la planète. Et chaque année, cette date avance inexorablement, s'inscrivant toujours plus tôt dans le calendrier, témoignant de notre course effrénée à l'épuisement des ressources, à la destruction des écosystèmes et à l'aggravation du changement climatique.
Ignorer ce signal d'alarme, ou pire, continuer à favoriser des lois qui aggravent la situation, comme la loi du plomb, c'est condamner les générations à venir à un futur bien plus incertain, précaire et hostile. Le véritable enjeu n'est pas seulement de faire plus d'enfants, mais surtout de leur garantir un monde où ils pourront grandir, prospérer et vivre dignement. Et cela, c'est d'abord un combat écologique. On ne fera pas repartir les naissances avec des discours creux, des petits courriers ou des coups de pouce financiers ponctuels. Le vrai problème, c'est que tant que la vie reste un combat quotidien, que les services publics s'effondrent et que la planète brûle, comment espérer que les gens aient à la fois l'envie et les ressources nécessaires pour construire une famille? Tant qu'on ne changera pas radicalement de cap, social, écologique, économique, on ne fera que creuser un peu plus le fossé entre les promesses et la réalité. Alors plutôt que de jouer avec l'horloge biologique ou d'envoyer des courriers, il faudra surtout arrêter d'abandonner celles et ceux qui portent l'avenir sur leurs épaules, parce que cette crise démographique, c'est d'abord le miroir d'un pays qui tourne le dos à ses propres générations. On poursuit avec le reste de l'actualité politique. Entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, les tensions croissent après que ce dernier ait persisté sur la fin du macronisme. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Bruno Retailleau l'a déclaré mardi dans un entretien avec le média d'extrême droite Valeurs Actuelles, mais ce n'est pas le premier pic lancé par Retailleau au président de la République. Depuis plusieurs mois, le ministre de l'Intérieur multiplie les critiques vis-à-vis du chef de l'État, avec comme toile de fond la présidentielle de 2027. Nous sommes, avec Annie et LR, nous avons décidé collégialement, il y a plusieurs mois, d'entrer au gouvernement. Pas parce que nous sommes des proches du chef de l'État, pas parce que nous sommes macronistes, c'est simplement parce que nous voulions éviter le pire. Éviter le pire pour nous, c'était d'abord éviter le chaos à la France. Sur X, la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne a appelé à ne pas diviser le socle commun. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 23 juillet, les relations semblaient glaciales entre les deux hommes. Chacun fait avancer l'intérêt général du pays par les mesures et les réformes qu'il porte. Et évidemment, il restera au gouvernement. Macron a même reporté à la dernière minute une rencontre prévue avec son ministre de l'Intérieur. Il devait notamment discuter des relations tendues entre la France et l'Algérie. À l'international, désormais, à Gaza, les négociations pour une trêve continuent entre le Hamas et Israël. Un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, c'est la proposition israélienne. Le Hamas a confirmé cette nuit avoir soumis sa réponse. Il exige un retrait total des troupes israéliennes de l'enclave, la libre circulation de l'aide humanitaire et des garanties sur la fin permanente des attaques israéliennes. Le fait que Netanyahou et son gouvernement s'efforcent activement de transformer Gaza en une terre sans peuple par un génocide et un nettoyage ethnique, avec l'argument peu convaincant de la migration volontaire, n'a été rendu possible que par l'impunité dont ils jouissent. Des négociations indirectes se tiennent au Qatar entre les deux camps depuis 2 semaines. Au cours de ces dernières 24 heures, 2 nouveaux décès dus à la famine ont été enregistrés, faisant grimper le décompte à 113 personnes mortes de faim dans l'enclave. Et on termine avec le climat. La Cour internationale de justice de l'ONU se prononce sur l'obligation de réparation pour les pays les plus pollueurs. C'est un avis historique de la Cour internationale de justice. Une décision rendue à l'unanimité ce mercredi 23 juillet. Les États sont responsables juridiquement de leurs émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius reste pour le moment inatteignable. Face à ce constat, des étudiants du Vanuatu, un archipel du Pacifique menacé par l'élévation du niveau des eaux, a lancé la procédure devant la plus haute juridiction de l'ONU. Constatant que les efforts actuels sont loin de répondre aux besoins urgents de la planète. Malgré des avertissements répétés et des preuves scientifiques accablantes, même les progrès les plus élémentaires restent difficiles à réaliser. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média a lancé Riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Parlez-en autour de vous et rejoignez la lutte si vous le pouvez sur campagne.lemediatv.fr et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.